Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Synopsis. Créer un bien-être en commun. Avec la sortie de À l'aube de l'humanité, idées concrètes pour changer le monde, les auteurs posent un diagnostic global des crises actuelles et à venir qui font que la société se fragmente et se désagrège. Ils nous redonnent de l'espoir et montrent que nous sommes à un moment clé pour transformer enfin ces crises en opportunités, malgré les prévisions d'un futur noir et incertain pour nos démocraties. Ce livre est un essai de philosophie et d'action politique concrète qui s'appuie sur des concepts innovants et vise à créer une communauté de destin, un projet politique commun, porté par une citoyenneté active, entrepreneuriale et évolutionnaire à travers une réflexion sur ce qui nous rejoint, l'humanité. Il apporte de nouvelles visions, méthodes et solutions pérennes, ainsi que des axes et outils de politique publique au service d'une société résiliente. Le parti pris est celui de la création d'une société eudémonique concrète, c'est-à-dire du bien-être en commun, du bonheur collectif, par des projets d'innovation citoyenne et sociétale. Nous ne devons pas céder au pessimisme, à l'inaction et à la violence, mais au contraire, nous pouvons transformer notre conscience politique et renouveler les engagements citoyens, pour bâtir une humanité meilleure, dès la génération actuelle et pour les générations à venir. Les auteurs. Yannick Leguerne. Docteur en sciences de gestion, thèse sur l'action publique complexe, efficiente et républicaniste, il a travaillé pour le Centre d'études et de prospective au cabinet du ministre de l'Intérieur. Sociologue des organisations et expert en psychologie sociale, investi dans des projets de transformation sociétale, d'inclusion de populations en difficulté, conseiller politique et expert en pilotage de projets de transformation. Professeur dans les grandes écoles. Président fondateur de la société B1 AKT Leading Sustainable Strategies et Paragon Communication. Laura PETR ACHE. Experte en sciences comportementales, en stratégie de communication et innovation sociétale, docteur en linguistique, philologue. Travaille sur la création de projets et d'archétypes communs de communication, la construction des identités hybrides communes et citoyennes qui transcendent les différences et les tensions. Mentor de projets entrepreneuriaux à impact sociétal positif. Cofondatrice de la société B1 AKT Leading Sustainable Strategies et Paragon Communication. Les auteurs sont entrepreneurs, humanistes, professeurs-chercheurs et prospectivistes, conseillers politiques, experts en entrepreneuriat sociétal. Cet essai est le fruit de leurs recherches et d'expérimentations concrètes depuis 20 ans au service de la mise en œuvre de politiques publiques, de la création de projets de transformation sociétale ou de transition des territoires, de réflexion collective et citoyenne, au sein des think tanks B1 et SPF 100 et Projets pour la France, Sens et Projets pour tous. Pour ces auteurs, symbole de la rencontre des mondes, une révolution citoyenne est la condition sine qua non pour produire une nouvelle société, un monde plus solidaire, plus démocratique, socialement plus heureux. Bref, un monde où la confiance l'emporte sur la peur. Avant-propos, soyons humains, juste humains. Ce que la pandémie de Covid a créé, c'est une prise de conscience du dévouement de ceux souvent les moins valorisés ou envers lesquels nous avions une indifférence polie ou méprisante, livreurs, soignants, instituteurs ou petit personnel en général. Le confinement appelant le questionnement, nous avons redécouvert ce qui est essentiel pour chacun comme au niveau collectif, santé, protection, solidarité, liberté. À l'aune des troubles, des doutes et de l'introspection apparaissent les aspirations au changement profond et interrogations sur les fondements mêmes de nos sociétés. Ce que nous devons valoriser, ce n'est pas la guerre fût-ce contre un virus, martelé par les dirigeants mondiaux et le repli sur soi, mais la coopération et l'intelligence collective. Les problèmes que nous avons créés sont désormais mondiaux et touchent l'humanité. Leurs solutions ne peuvent être que globales et impliquent de coopérer. Allons encore plus loin et abandonnons les veaux d'or, les influenceuses et la superficialité, la défiance, les drones et le tout sécurité. Bâtissons un projet humain dans lequel notre développement sera durable, chacun reconnu, libre et respecté, où sera valorisé, plus que la recherche du profit, l'apport à l'humanité. Ne cherchons pas à être des héros du quotidien, juste des citoyens, des humains, juste humains, responsables de nous-mêmes, des autres et de la planète.
Car nous ne sommes qu'un peuple, qu'une terre. N'ayons pas foi en l'humanité. Construisons-la. Devenons une humanité élevée, consciente et responsable. Soyons humains, juste humains. Introduction. Le contexte des mondes en crise. Les gouvernements nationaux et supranationaux comme l'Europe, tout autant que les individus, sont dépassés par la crise sanitaire et par ses conséquences sociales et économiques, les pires à venir dans un contexte préalable de crise migratoire, de contestation généralisée, gilets jaunes, de menaces terroristes, attentats et prosélytisme religieux, d'interrogations identitaires et de repli nationaliste, montée des partis extrémistes, explosion des paradigmes et des ordres traditionnels de la société, travail, famille, nation, de déstabilisation européenne, Brexit, Russie, Turquie, lobbies, de nouveaux rapports géopolitiques qui se dessinent, Chine, Russie, USA, Turquie, de nouvelles tendances et enjeux de prospective, pollution et écologie, nouveau féminisme, cancel culture, repli communautaire, conquête spatiale, violence et guerre civile, intelligence artificielle, transhumanisme, traitement des menaces liées à la paupérisation, etc. Les questions cruciales se posent. Quelles sont les mutations concrètes du monde? Quel futur nous dessine-t-elle? Que sont les changements de paradigmes sociétaux et les nouvelles aspirations des individus et des peuples? Comment interpréter la montée de la violence, des ressentiments et l'accélération de la remise en cause des systèmes démocratiques? Comment peut-on évoluer lors de la période de chaos que nous entamons? Quels sont les nouveaux engagements citoyens, les responsabilités individuelles et collectives à bâtir pour se prémunir contre la fragmentation de la société? Nous interrogerons pour cela la littérature de recherche, les modèles prospectivistes et les expérimentations récentes pour aller au-delà des travaux et réflexions de Fukuyama ou de Huntington. Esprit et enjeux. Le but de cet essai de philosophie et d'action politique concrète est de repenser une vision et un projet politique commun, basé sur un humanisme de coopération, sur des engagements citoyens individuels et collectifs renouvelés, c'est-à-dire une poésie citoyenne, pour transcender ce qui nous divise et créer une société commune, apaisée au-delà des ressentiments dans ce qui nous rejoint, l'humanité. L'esprit de cet essai est porteur d'un humanisme radical comme guide d'action. Il vise à donner de l'espoir, à mettre en œuvre des solutions pour un futur plus juste pour tous, à créer un destin commun et souhaitable reposant sur des valeurs de liberté, d'égalité, de dignité, de fraternité, de solidarité. L'enjeu est de contribuer à transformer l'action publique et ses moyens de mise en œuvre, à la fois plus entrepreneuriaux, efficients, fondés sur des valeurs républicaines, et de créer une société eudémonique concrète à la cohésion sociale renforcée. La réflexion et les propositions de cet essai sont pensées culturellement pour la France, dans un contexte européen et une conscience citoyenne globale. Propositions et contenu. Dans le chapitre 1, Un monde de crise, un monde en crise, à travers les crises globales du XXIe siècle, nous étudions les origines et causes de fragmentation de notre société et les problématiques d'identités individuelles et collectives. Nous anticipons les enjeux sociétaux pour les 20 ans à venir portés par une nouvelle génération, les Centennials. Dans le chapitre 2, Un projet commun de société, des solutions possibles, nous posons les bases d'un projet de société fondé sur des principes humanistes et universalistes incarnés, sur une citoyenneté consciente, entreprenante, innovante pour bâtir une véritable démocratie renouvelée, territoriale, nationale et transnationale. Nous analysons comment la remise en cause des modèles démocratiques et d'action publique appelle la mise en place d'un nouvel État entrepreneur républicain. Nous apportons des solutions pour penser un renouveau démocratique et citoyen apaisé, pour construire ensemble une société résiliente et prospère où chacun peut se réaliser individuellement et contribuer à cette société. Nous mettons en lumière des concepts innovants comme transition design, approche holonomique, action écosystémique, apprentissage collectif, impact sociétal positif, hybridation culturelle ou Win3 à utiliser par les citoyens, les entrepreneurs, les politiques et tout porteur de projets œuvrant en faveur d'une transition, d'une évolution du monde. Dans le chapitre 3 Manifeste citoyen, nous proposons un projet concret pour une humanité meilleure au paradigme renouvelé, la République universelle,
à l'action politique basée sur un nouveau contrat sociétal, responsable et éco-citoyen basé sur des identités hybrides, et proposant des axes et des projets d'innovation sociétale, de nouvelles pratiques de coopération. Nous verrons ainsi pourquoi nous sommes à la fin d'un monde et comment ce monde en crise peut devenir concrètement l'aube d'une humanité meilleure, reposant sur des objectifs globaux de développement durable, de la préservation de la planète à l'évolution de la société en passant par le respect de la personne humaine. C'est la réalisation intégrée d'un développement sociétal, économique, social et environnemental basé sur l'être humain et porteur d'évolution. Chapitre 1 Un monde de crise, un monde en crise. Regard sur le monde actuel et à accent grave venir. Les crises que nous traversons depuis le début du XXIe siècle, crise financière, migratoire, sociale, économique, sanitaire, terroriste, s'inscrivent dans une remise en cause des paradigmes sociétaux bien plus profondes et appellent à s'interroger sur de nouvelles visions et actions politiques pour sortir des communautarismes, des séparatismes et de la fragmentation généralisée de la société productrice de violence et de terrorisme. Nous étudierons ainsi les origines d'une crise sociétale et identitaire. Nous verrons comment une société fragmentée et les nouveaux enjeux d'action collective impliquent l'élaboration d'un projet de société. Les crises seront analysées pour déterminer à travers une analyse prospective et sociologique quelles sont les voies de renouveau possibles. 1. Crises globales. Crises sociétales. Gilets jaunes, du chaos à l'étincelle d'un nouveau monde. Les propos ci-dessous sont tirés d'une interview des auteurs. Crise des Gilets jaunes, la solution des entrepreneurs, Yannick Le Guern, Laura Petrache paru dans Entreprendre numéro 327 de février 2019. Propos recueillis par Isabelle Joanneau, magazine Entreprendre. Un mouvement de défense de la décence ordinaire. Non. La théorie de la décence ordinaire est le fantasme d'un peuple idéalisé, d'une action juste et positive, d'un sens moral inné. Nécessité et revendication disparates, rejet de la résignation et ras-le-bol généralisé pour toute unité, ne font pas vertu ni action en faveur du bien commun. Nous ne sommes pas, à la base des revendications des Gilets jaunes, baisse des taxes sur l'essence, pouvoir d'achat individuel, sur le projet de société ni dans un mouvement basé sur une anthropologie maussienne du don, Marcel Mauss, Essai sur le don, ou sur une décence commune chère à Orwell. Les Gilets jaunes ne sont pas le moteur, mais sont l'étincelle de ce qui pourrait ou devrait être une transformation sociétale et citoyenne. Leurs actes sont signifiants néanmoins et révélateurs de la conscience d'inégalités criantes, salariales, fiscales, de niveau de vie perçus comme insupportables. Ils sont les oubliés de la société, les sans grade, les sans projet ni avenir. Ils vivent dans la difficulté du présent et l'incertitude de l'avenir. Les perspectives sont inexistantes et les peurs omniprésentes, du chômage, de ne pas avoir de retraite, du terrorisme, des maladies, du pouvoir d'achat insuffisant pour demain. Le quotidien apporte de surcroît son lot de frustrations, des fins de mois difficiles, ces difficultés angoissantes sur les besoins primaires à assumer. Le gilet jaune comme symbole de la protestation est une réappropriation de l'esprit français révolutionnaire, apparition de cahiers de doléances. Il rend visible et alerte sur une quintuple perte d'identité individuelle et collective, de symboles et rites communs, de valeurs traditionnelles ou à transmettre, perte de spiritualité et de transcendance, éclatement de la famille et d'un noyau proche et protecteur, de considération, de dignité et de respect de l'individu, avec un besoin de reconnaissance, de sens et de repères, de modèles, de confiance dans les représentants politiques, la reproduction des élites, l'ascenseur social en panne. Le mal-vivre s'installe avec les injonctions paradoxales, just do it, think different, be yourself, enfin pas trop, consommez les produits avec ses slogans mais restez quoi et à votre place. Le mal-être quotidien se développe dans la perception des conséquences de la globalisation en matière de chômage, d'hyperproductivité demandée, de tensions managériales et de développement des pathologies psychosociales au travail. Par désespoir et sans avenir, est rejetée la soumission ordinaire à la violence symbolique au travail, des élites, de la pression quotidienne, dans une société de la peur,
ainsi que les impératifs catégoriques de la réalisation individuelle, du bonheur nécessaire et impossible dans le seul horizon du désir sans plaisir de consommation. En conséquence, dans notre société de l'information et de l'opinion, les sans-voix ni voix veulent prendre une parole qu'on ne leur donne pas. Volonté de s'exprimer, de visibilité, d'existence, de reconnaissance. Une fracture hexagonale qui se hèle à RGIT. Malheureusement, la situation actuelle est celle que les modèles prospectivistes prévoient depuis plus de 10 ans. La question n'est plus celle de la fracture hexagonale, sociale, politique, culturelle, ou même de la crise. Nous sommes entrés dans l'ère de la déconstruction de la société telle que nous la connaissions. Les piliers occidentaux, capitalistes, démocratiques, économiques, sociaux de notre société s'effondrent. Ces années sont celles de la mutation. La phase chaotique violente débute seulement et balayera nos anciens rapports, certitudes, modes de représentation dans le rejet généralisé de l'autre, des autres, de l'ancien monde. Dans cette phase se cristallisent les tensions, incompréhensions, violences individuelles, communautaires, collectives. Ces salauds de pauvres, ces ignorés, délaissés, cette force de travail, ces bouseux, ces cousins de province incultes, parfois bien gentils et un peu cons, ces brutes de décoffrage, ces médiocres sans éducation, sans pensée formée, sont pénibles et agaçants comme des enfants turbulents et médiocres. Ils occupent des ronds-points, nouveau théâtre d'un zadisme populiste qui tourne en rond au son des Macron d'émission. Mais ne nous y trompons pas, derrière les colibés dont on les affuble, les rangs de leurs sympathisants se multiplient au sein de l'ensemble des classes sociales et culturelles, des sensibilités politiques diverses. Ils mettent la critique, la réflexion sociétale, les interrogations sur le monde actuel à la portée de tous, intellectuels ou non, et investissent l'agenda politique. À l'étranger, le vent de protestation est perçu à la fois comme populiste et citoyen. Populiste avec ses dérives et ses excès, ses tentatives de récupération par les extrêmes certainement, citoyen, pas encore. La France soumise se réveille et ne veut plus se résigner. L'individu veut se faire peuple. La révolte populaire n'est pas un mouvement citoyen, mais elle doit le devenir. Ce n'est pas une invitation, mais une convocation, à créer un nouveau modèle de démocratie, entrepreneuriale, agissante, globale, participative, citoyenne, dans une république aux valeurs incarnées et partagées, pour progressivement passer du rejet au projet de société. Contre les symboles insolents de la société de consommation, du luxe et de l'asservissement économique, les gilets jaunes sont l'apax du printemps des peuples, de la nécessité de changement, de refondation de notre société. L'enjeu est de le faire dans la coopération et pas dans le nationalisme, le rejet et le repli identitaire. Dans la compréhension de ce renouveau démocratique, nous partageons les théories basées sur les identity politics qui expliquent les revendications populaires ou populistes, gilets jaunes et hausse de la violence contre les représentants du pouvoir, de l'autorité et parfois contre l'autre en général, migrants, communautés, religions. La théorie politique des IDENTITES hybrides. Nous analysons les mutations actuelles en matière d'identité politique individuelle et collective, et la nécessité de créer un système démocratique d'engagement citoyen basé sur des identités hybrides se retrouvant dans des projets communs de société. Dans notre observation et analyse des systèmes politiques actuels et des discours de campagnes électorales, nous voyons se dessiner des tendances. Les ressorts de la politique et des discours des partis portent sur la question de l'identité à la fois collective et individuelle. Les enjeux des élections, des référendums, sont posés comme des problèmes d'identité collective et de retour à une grandeur nationale traditionnelle fantasmée, un modèle idéal type « Make America Great Again », la Grande Russie, la grandeur de la France, la fierté magyare, le Brésil locomotive de l'Amérique du Sud. Le Brexit est posé comme un problème d'identité nationale contre l'Europe, autorité supranationale. Cela correspond aux aspirations individuelles de sens, de réponse aux peurs générées par les gouvernants et le système libéral actuel. Angoisse de la perte d'emploi dans un contexte de chômage structurel. Acceptation d'une soumission quotidienne, de la violence symbolique et d'injonctions paradoxales pour ne pas perdre son emploi. Perte de sens, de repères, d'enchantement. Pouvoir d'achat insuffisant pour vivre et pour être heureux. Peur de l'autre et recherche de responsables ou boucs émissaires.
Injonction à l'épanouissement et au bonheur personnel inatteignable. Individualisme et délaissement du collectif, du commun. Inexistence de projets politiques visionnaires et pérennes. Sauf que ces identités dont parlent les candidats aux élections puis les gouvernants ne sont pas des identités ouvertes, de partage, de relations, mais de repli basés sur des peurs, de la perte d'identité, d'envahissement, de grands remplacements, de la fierté mal placée et de sursauts d'orgueil. Les partis et candidats véhiculent des discours simplistes, populistes, prometteurs de grandeur de la patrie et de souveraineté rendue aux États-nations contre les autorités supranationales. Cette identité collective et la communauté nationale se referment et se refondent grâce au bouc émissaire, au rejet de l'autre quel qu'il soit. Les campagnes politiques basées sur les questions d'identité ou identity politics sont à la base du clientélisme électoral. Les stratégies de campagnes électorales sont élaborées selon un savant mix de communication symbolique et archétypale, de storytelling et de psychologie sociale, basée sur les identités propres à chacun des groupes sociaux. Cela participe d'une perte accrue de repères, à des identités désagrégées, fragmentées, renforçant un morcellement de la société en mondes distincts qui ne se comprennent pas, ne s'aiment pas et se repoussent comme l'analysait N. Luhmann dans sa théorie des systèmes. L'individu perd conscience du tout, du monde et de sa relation à l'autre. Il est seul, perdu, errant. Il ne va plus voter ou au contraire attend tout de ses gouvernants, et espère le leader charismatique. Sont élus des gouvernants sur un espoir de renouveau qui va être continuellement déçu. De l'identité à l'image il n'y a qu'un pas, la politique se transforme en métacommunication, les peurs sont entretenues, les émotions manipulées, les messages simplistes diffusés avec une omniprésence de la métacommunication politique. Les gens intériorisent le fait qu'ils ne sont rien, n'ont pas d'espoir de progression ni pour eux ni pour leurs enfants. Ils n'en peuvent plus. Ils se révoltent. Se multiplient les thèses complotistes et le rejet systématique des élites et discours politiques traditionnels. Toute recommandation ou volonté politique étatique est perçue comme suspicieuse. La confiance a disparu entre peuple et gouvernants. Le refuge est dans l'affirmation sans limite de la volonté individuelle et de la revendication d'une liberté individuelle absolue déconnectée de tout commun, de toute altérité. Le degré d'inconscience des politiques. La politique depuis des années se fait malheureusement sans conscience, vision et projet. C'est l'ère du vide. Nous sommes au degré Kelvin de la conscience politique faute de quoi les innovations politiques, citoyennes, démocratiques, les nouvelles approches ne pourront être développées. Les représentants politiques et gouvernants sont gestionnaires, clientélistes, à la traîne, dépassés et défenseurs d'un système obsolète. D'ailleurs les réponses apportées à la crise, à la critique sociale, aux émeutes actuelles sont inadaptées et sécuritaires exacerbant les tensions entre les gilets jaunes et les sujets, le monde objet de leur critique. Se joue de part et d'autre un rapport de force, une violence de rue répondant à la violence symbolique du discours politique. Les réponses politiques doivent être d'accompagnement, de négociation, d'implication faute de quoi se créent des conditions insurrectionnelles. Le spectre de la radicalisation se dessine face au sentiment qu'il n'y a plus rien à perdre, et le ras-le-bol d'être pris pour des cons. Or, l'enjeu politique est de passer à la déconstruction créatrice. Il nous faut passer à la société du dialogue, de la communication et de la coopération. Cela appelle à une nécessité de changement profond sur nos modèles de société, notre projet commun et sur la place de chacun dans ce projet. La politique, le gouvernement de la cité et de la nation a besoin d'être repensé par une citoyenneté individuelle et collective active. Des projets locaux, nationaux et supranationaux doivent être mis en œuvre, porteurs de visions et d'actions concrètes, basés sur des identités hybrides, ouvertes et incarnées, sur une volonté d'innovation sociétale et sur un pilotage. L'État doit devenir entrepreneur sociétal. Une situation qui se dégrade de plus en plus vite. Dans ce que nous observons et analysons, les tendances ne sont pas en faveur de l'évolution, mais de l'involution. Même si les protestations s'essoufflent ponctuellement, elles se renforcent sur le moyen terme, au gré du contexte et des crises nouvelles. Les occasions ne manquent pas.
accélération de la fin du modèle de croissance économique, chômage de masse, suppression du travail salarié, fin des États-providence et de la redistribution collective, économie de la connaissance et robotisation en cours, intelligence artificielle et transhumanisme pour quelques-uns, pollution généralisée et changement climatique, surpopulation et saturation du modèle agricole ultra-polluant, marginalisation des populations les plus pauvres et faibles, augmentation du pouvoir répressif et de contrôle des individus et des masses créent des conditions de tension accrues. Tous les modèles prospectifs donnent un futur dystopique et conflictuel. La seule solution pour éviter cela, qui est malheureusement la voie la moins probable, mais la seule souhaitable est celle de la réflexion, de la coopération, de l'intérêt commun, de la pensée et de l'action ternaire. On observe déjà de nouveaux engagements individuels et collectifs pour repenser la vie et construire des projets ensemble. Développement de l'entrepreneuriat sociétal, initiatives de territoires en transition, de permaculture, d'activisme citoyen, de nouvelles solidarités, bénévolat, projets associatifs, clusters et incubateurs de projets responsables, écosystèmes créatifs, nouveaux quartiers. La question fondamentale est de vivre et construire ensemble une société prospère, où chacun peut se réaliser individuellement, et apporter sa pierre à un projet présent et un futur commun. Il faut pour cela nous aligner sur des valeurs et des pratiques de coopération. Un grand débat est essentiel, mais sûrement pas sur les thématiques imposées par le gouvernement, pour passer de la colère individuelle à la réconciliation de nos différentes identités et pour arriver à produire des bénéfices mutuels et collectifs. Comment peut-on individuellement mieux vivre ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment notre identité individuelle, notre unicité peut s'exprimer et s'affirmer de manière assertive dans une identité collective, dans une unité de projet, locale et nationale basée sur des valeurs partagées et incarnées, vers un nouveau républicanisme et une citoyenneté active, globale, hybride et ouverte ? Comment passer des notions d'emploi à des notions d'activité, de production et plus de simple consommation de services collectifs ? Comment valoriser l'essentiel, le non-marchand, la philanthropie, le bénévolat, l'entrepreneuriat pérenne ? Comment redéfinir et se répartir l'action citoyenne, locale, nationale et supranationale ? Nous proposerons des solutions innovantes dans la partie Manifeste citoyen de cet essai. Crise identitaire. À travers l'exemple de la crise migratoire, nous nous interrogerons sur les solutions à apporter à une question complexe, transversale et sociétale qui bouleverse les identités nationales, internationales et individuelles. Nous donnerons des éléments permettant de prendre de la hauteur et d'élaborer un diagnostic de l'action complexe, pour procéder à une analyse globale, sortant de l'émotionnel, des postures épidermiques ou des solutions simplistes, inutiles, inefficaces et inefficientes. Nous verrons qu'il n'y a pas de réponse simple ni de bon sens à des questions complexes, mais qu'il y a des solutions intégrées et pérennes qui permettent de transformer des crises en opportunités. Les propos ci-dessous sont extraits de 2 articles parus dans When Border Enforcement Backfires, Alternative Exist, Angela Tassea et Laura Petrache, publiés par la Fondation Poincaré, dans Migration, Equality et Racism 44 opinions, édition Web Press 2021. Air Magazine numéro 1, juillet-septembre 2019 de l'invasion à la Nouvelle Cité vers une Mania Europa, Yannick Le Guern, Laura Petrache. Agissons CONCRETEMENT pour une société, INTEGREE. L'humanité doit PREVALOIR, par-delà les FRONTIERES. Confrontés à une pression publique et politique constante, les dirigeants européens privilégient des contrôles aux frontières plus stricts plutôt que des mesures plus intégrationnistes. Mais des politiques de contrôle des frontières plus strictes n'arrêtent pas l'immigration. Si des réglementations restrictives peuvent freiner l'immigration illégale, elles sapent également les valeurs humanistes telles que la compréhension, la tolérance, l'acceptation des coutumes et des idées étrangères, l'ouverture. Ils nourrissent également une vision publique des migrants en situation irrégulière, en tant que bénéficiaires illégitimes des droits fondamentaux. Dans le contexte d'une opinion publique mitigée sur l'immigration et de la montée des partis politiques anti-immigration, les États membres de l'UE cherchent à protéger leur souveraineté nationale contre les flux migratoires,
principalement en renforçant leur contrôle aux frontières. Bien entendu, les débats sur la migration ne doivent pas être réduits à la simple dichotomie entre frontières ouvertes et fermées, et aucun pays n'est systématiquement le plus ou le moins restrictif à l'égard de l'immigration. En fait, certains pays ont simultanément ouvert et fermé leurs frontières avant même la pandémie de coronavirus. Cependant, les recherches montrent que les contrôles aux frontières conçus pour sécuriser le territoire national, par exemple, la surveillance, la détention, ont été constamment renforcés au fil des ans au niveau des États-nations et de l'UE. Sur la base d'une sélection de données pour 9 pays entre 1999 et 2018, l'ensemble de données des politiques d'immigration en comparaison montre une nette tendance à la hausse des politiques de contrôle des frontières et des terres. La même tendance peut être observée si l'on regarde le budget européen alloué à la sécurité intérieure. Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, voit son budget passer chaque année de 6 millions d'euros en 2005 à 420,6 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 34,6% par rapport à 2019. Parallèlement, 41% du financement de l'UE pour les affaires intérieures est dépensé pour le Fonds de sécurité intérieure contre 33,5% pour l'asile, la migration et l'intégration. L'UE est non seulement mieux équipée pour contrôler ses frontières extérieures, mais a également commencé à externaliser ses frontières en créant des zones tampons autour des frontières extérieures, en agissant dans les pays de transit et en concluant des accords avec les pays d'origine des migrants dans lesquels elle contrôle le départ des migrants. Des contrôles au FRONTIERES inefficaces. Lorsque les politiques d'immigration deviennent plus restrictives, les flux d'immigration peuvent encore augmenter. Malgré l'investissement massif de l'Europe dans les contrôles aux frontières extérieures, des personnes continuent d'arriver sur le continent. Cela ne veut pas dire que les politiques d'immigration restrictives n'ont pas d'importance. Des réglementations plus restrictives, à savoir des contrôles aux frontières plus stricts, conduisent à une baisse des flux migratoires. Mais alors que l'UE met en œuvre des contrôles aux frontières étendus pour empêcher l'immigration illégale, son action pousse indirectement les migrants non autorisés, y compris ceux qui pourraient prétendre à l'asile, entre les mains de passeurs ou même à leur mort. En janvier 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a estimé que depuis 2017, 2700 personnes seraient mortes ou portées disparues en traversant la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Le 19 juin 2018, un bateau en bois transportant un nombre indéterminé de migrants a chaviré au large des côtes libyennes. Comme l'a signalé le HCR, sur les 100 passagers estimés, seuls 5 ont survécu. Le même jour, un autre bateau a coulé à un autre endroit au large des côtes libyennes. On pense que 70 personnes se sont noyées dans cet incident. De nombreux décès, comme ceux décrits ci-dessus, se produisent fréquemment dans le détroit de Sicile et dans d'autres régions côtières de la Méditerranée, ce qui en fait la plus grande étendue d'eau pour les réfugiés et les migrants au monde. La mort est la conséquence négative extrême du resserrement des contrôles aux frontières. Cependant, les voyageurs qui réussissent à survivre à leur long voyage entre différents pays, différents systèmes politiques et cadres juridiques, continuent également d'être confrontés à de nombreuses formes de violence et de violation des droits fondamentaux de l'homme. Une humanité DEFAILLANTE. Mahati, un mineur afghan non accompagné de 15 ans vivant dans le camp de Moria à Lesbos, décrit sa vie dans le camp de réfugiés comme « une prison ». Je pensais que les pays européens étaient développés, équitables, humains. Je ne vois pas ça ici. Les Européens ne se soucient pas de nous. Khaled, un migrant syrien de 29 ans que nous avons rencontré lors de la mise en œuvre du dispositif d'intégration Migrant Intégration Lab, a déclaré « Après toute la mort que nous avons vue en Syrie, quand vous pouvez vous en sortir et atteindre un endroit sûr, vous commencez à sentir qu'être humain et vivant est la chose la plus précieuse que vous ayez jamais eue. » Les politiques européennes qui donnent la priorité au contrôle aux frontières et aux questions de sécurité par rapport aux politiques d'immigration plus intégrationnistes, encouragent une vision des migrants irréguliers en tant que bénéficiaires non légitimes des droits fondamentaux tels que la santé, l'éducation et le logement. En effet,
Les récits présentent les migrants en situation irrégulière comme des menteurs, des abuseurs de prestations sociales ou des personnes qui volent les emplois de nationaux. La criminalisation de la migration par l'instauration d'un délit de solidarité, contre ceux qui tentent d'aider les migrants en leur offrant un accès minimum à un abri, à la nourriture et aux soins de santé crée un climat de suspicion et de rejet parmi ceux qui fournissent des services sociaux. Il n'est donc guère surprenant que la police ou d'autres agents chargés de lutter contre la migration illégale aient des difficultés à reconnaître un migrant comme une victime de violation des droits de l'homme nécessitant une protection. Changer le discours politique sur les migrations. Pour atténuer et mettre un terme aux conséquences négatives d'un resserrement des contrôles aux frontières, une innovation globale et un changement de paradigme sont nécessaires. Les pays européens doivent sensibiliser le public pour s'adresser aux médias, aux dirigeants communautaires, aux décideurs et aux personnes aux yeux du public. Les dirigeants politiques devraient élaborer un discours public positif sur la migration et envisager des systèmes d'intégration durable qui élimineraient les discours de haine, les propos intempestifs et les actions de provocation qui exploitent les peurs et l'incertitude au sein de nos sociétés. L'immigration peut être considérée politiquement, socialement et économiquement comme positive, à condition que les migrants puissent être intégrés durablement dans les communautés d'accueil. Les campagnes de sensibilisation et d'information, la cohésion sociale et les outils de dialogue ouvert, tels que les événements sociaux visant à connecter les habitants et les nouveaux arrivants, peuvent aider à développer des communautés durables et favoriser le dialogue interculturel. L'innovation sociale et la mise à profit des talents des nouveaux arrivants peuvent être renforcées par l'éducation et la formation à l'esprit d'entreprise, des services personnalisés et des sessions d'apprentissage sur mesure pour les nouveaux arrivants et les groupes vulnérables. Il est essentiel de développer des politiques à plus long terme qui favorisent le dialogue interculturel. Il est urgent de développer des politiques humaines d'inclusion, d'accueil et de solidarité. Cependant, nous pensons qu'une partie du rejet des migrants par les communautés locales d'accueil vient du fait que les politiques d'intégration produisent une catégorie spécifique, celle des migrants. Afin d'éviter le rejet des politiques d'intégration et de lutter contre la montée de l'extrémisme, l'intégration des migrants et leur accès à l'emploi ne doivent pas être traités en dehors de l'intégration de groupes nationaux spécifiquement impliqués. Le processus d'intégration doit être mené simultanément pour les groupes défavorisés et vulnérables tels que les migrants de deuxième et troisième génération, également les chômeurs, les groupes démoralisés et privés de leurs droits, d'une manière qui encourage le dialogue, la connaissance et les projets communs. Il s'agit donc de définir des politiques d'intégration globale et pérennes pour tous les individus et populations en désarroi, qui ont besoin de redécouvrir leur identité par l'insertion sociale et professionnelle via des projets communs. Voie d'intégration. Abolir les peurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.